pour nous. Alors, bienvenue à cet événement qui s'appelle Pour une vision inclusive de l'urbanisme et de la mobilité à Montréal. Je m'appelle Geneviève Dufour, je suis coordonnatrice du Forum régional sur le développement social de l'île de Montréal. Et puis, je suis très heureuse de vous accueillir dans cet événement-là, qui est un événement de rencontre, d'information et d'échange qui a été co-créé avec des équipes de la ville, donc le service de l'urbanisme et de la mobilité, le service de la diversité et de l'inclusion sociale, puis aussi avec, au niveau du design, la Mylène Bérubé de chez Dynamo. On a tout travaillé ça ensemble. Mais en plus, je suis bien soutenue aujourd'hui. Je suis soutenue avec Amanda Vega-Lopez, qui est renommée Tech_Amanda Vega-Lopez. Comme ça, vous pouvez la retrouver facilement dans le chat. Anne Loranger-King aussi de Dynamo est là pour nous aider d'une autre manière. Mais on a en plus la chance d'être accompagné de gardiens et gardiennes de salle qui vont avoir un petit rôle particulier quand ça va être le temps des échanges. Donc, merci Cédric, Geneviève, Guillaume, Louis, Pascal, Sonia et Stéphanie pour votre aide à ce niveau-là. En plus, cette journée ne serait pas complète sans les perspectives intéressantes de nos panélistes. Donc, merci Marie-Soleil Cloutier, Pascal Lascas et Ron Rayside, qui vont être présentés un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais je vous remercie de présenter vos perspectives. C'est intéressant, ils vont nous amener, dans le fond, à comme avoir plus d'images, plus d'idées sur la mobilité, le social, l'urbanisme au niveau de ce croisement-là, au niveau des expériences recherche, mais aussi au niveau terrain, des concepts, des exemples plus concrets. Mais on va parler aussi de défis puis des possibles de qu'est-ce que c'est un urbanisme et une mobilité solidaire, équitable et inclusive. Donc, d'où ça vient cette rencontre-là? Hein? Finalement, il y a le nouveau projet de ville 2050 qui est présentement en train d'être réfléchi par l'équipe qui est responsable, qui sont aussi présentement dans cette rencontre et c'est notre première rencontre avec eux pour pouvoir entendre la perspective sociale, pour pouvoir faire en sorte que le projet de ville, qui est le premier grand jalon de la démarche d'élaboration du plan d'urbanisme et de mobilité 2050. Donc, je pourrais dire le PUM, on va peut-être dire le PUM à l'occasion. C'est une occasion qui est rare, hein, parce que le dernier plan d'urbanisme date quand même de 2004, puis le plan de transport 2008. Fait que là, on est dans un moment où on peut s'exprimer pour pouvoir faire voir 2050 solidaire, équitable, inclusive. Puis moi, tout le long de ce processus-là, j'ai vraiment senti une grande ouverture de l'équipe avec qui j'ai travaillé pour vraiment comprendre les concepts sociaux, comprendre ce qu'ils veulent dire concrètement dans vos réseaux, mais aussi sur le territoire, pour pouvoir faire en sorte que cet espace-là soit plus un moteur de solidarité, que le plan d'urbanisme soit un moteur de solidarité, d'équité, d'inclusion, puis de permettre des ponts, puis en même temps, de vous présenter l'échéancier de travail, les grandes étapes de cette démarche d'élaboration, mais aussi d'enrichir la réflexion pour prioriser les différents enjeux sociaux, puis même avoir un plus grand impact sur la réduction des inégalités. Pourquoi pas? Alors, dans cette rencontre, on a la vision 2050 sur l'urbanisme, la mobilité, on appelle le projet de ville, solidaire, équitable, inclusive. C'est sûr qu'on est conscient que c'est quand même un croisement dans lequel c'est plutôt complexe. Puis on se demandait comment on ferait pour pouvoir générer des idées qui sont stimulantes, qui vont être utiles aussi pour la rédaction de ce projet-là. Fait que on s'est dit qu'on allait vous faire rêver à 2050. Qu'on allait pouvoir justement dire, OK, Montréal, maintenant, là, est une ville reconnue pour être équitable, inclusive et solidaire au niveau de son urbanisme et de sa mobilité. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi qui a été l'élément déclencheur? Et puis, qu'est-ce qui a été mis en place? Fait que au fil après les panels, où vous allez avoir beaucoup d'informations, à ce moment-là, vous allez pouvoir échanger puis arriver avec des idées. Je lâche le partage d'écran et je passe la parole à Mylène, qui va présenter un peu Dynamo et la suite.
Merci Geneviève, merci pour cet accueil, puis cette belle mise en bouche de ce qui nous attend pour les 2 prochaines heures. Alors, comme Geneviève le disait, je suis Mylène Bérubé, je suis conseillère stratégique chez Dynamo et aujourd'hui, il y a deux compagnes de travail qui sont aussi présentes, Amanda et Anne. Alors, juste deux, trois phrases sur Dynamo s'il y a des personnes qui nous connaissent pas. Dynamo, on est une entreprise d'économie sociale. On est là dans le but on travaille à créer des collectivités qui sont inclusives, vivantes, florissantes. Et pour faire ça, ben, on épaule des organisations et des collectifs qui jouent un rôle au niveau de l'impact social dans leur communauté, dans le développement de leur capacité à collaborer, apprendre, mieux agir ensemble, s'outiller. Donc, à différents moments là, dans la vie d'une organisation qui travaille dans le domaine social, Dynamo est là pour accompagner. Et c'est ce qu'on a fait avec le Forum régional de développement social de l'île de Montréal. Et on a du même coup travaillé avec la ville pour préparer cet après-midi de rencontre. Donc, comme le disait Geneviève, cet après-midi, on va avoir dans un premier temps un panel. Euh, pour notre panel, on reçoit Pascal Lacasse, qui est chef de division au service d'urbanisme et de la mobilité. On reçoit aussi Marie-Soleil Cloutier, qui est professeure à l'Institut national de la recherche scientifique. Et nous recevons aussi Ron Rayside, qui est architecte et qui est associé principal chez Rayside Labossière. Alors, dans un premier temps, pour nous présenter la démarche d'élaboration des thèmes du projet de ville, parler de la vision stratégique du plan d'urbanisme et de mobilité. On reçoit donc Pascal Lacasse. Pascal Lacasse, comme je le disais, c'est un urbaniste qui est détenteur d'un baccalauréat à l'Université du Québec à Montréal, ainsi qu'une maîtrise spécialisée en aménagement et gestion des services urbains de l'Université de Montréal. En 2001, il s'est joint à l'équipe du ministère des Transports du Québec comme professionnel pour traiter de dossiers de gestion de corridors routiers, dont le dossier très polarisant des VHR. À partir de 2012, il y occupe des fonctions de direction en planification des transports métropolitains, en analyse de subventions pour le transport collectif et finalement en soutien à la construction des projets routiers. Puis, en février 2018, il fait le saut du côté municipal à la ville de Montréal. Il occupe présentement le poste de chef de division des plans et des politiques du service de l'urbanisme et de la mobilité. Son équipe et lui travaillent, entre autres, sur la deuxième mouture de la stratégie d'électrification des transports, la mise à jour de la politique de stationnement, la mise en place de l'agence de mobilité durable, la logistique et la livraison urbaine, les nouvelles mobilités et, finalement, le plan d'urbanisme et de mobilité de la ville de Montréal. Alors, Pascal, je t'invite à ouvrir ce panel en nous présentant ce qu'il en est là, du projet de ville, de la vision stratégique du PUM. Merci beaucoup, Mylène. Merci aussi, Geneviève, pour le mot d'intro. Moi, contrairement aux autres panélistes, comme vous avez vu dans ma biographie, je ne suis pas un spécialiste de la diversité ni de l'inclusion sociale. C'est pourquoi j'ai une équipe qui m'accompagne, qui est présente avec moi aujourd'hui. On a aussi la chance d'avoir les collègues du service de diversité et d'inclusion sociale qui sont également là avec nous. Et on travaille ensemble sur différents aspects du plan d'urbanisme et de mobilité. Aujourd'hui, je vais vous présenter principalement la démarche du premier livrable qu'on appelle le projet de ville. C'est les grandes intentions de la Ville de Montréal pour son plan d'urbanisme et de mobilité. Et je vais vous présenter certains détails. Je ne vous présenterai pas tout. C'est d'une lourdeur excessive comme document. Mais je veux qu'on puisse aller à l'essentiel et faire en sorte qu'on puisse collaborer ensemble. Donc,
J'ai essentiellement présenté mon plan de présentation, les objectifs contexte. C'est quoi un plan d'urbanisme et de mobilité, pour ceux qui connaissent peut-être moins ça? Pourquoi on intègre l'urbanisme et les transports ou la mobilité? C'est quoi nos grandes étapes? Je ne passerai pas grand temps non plus là-dessus. J'ai plus le goût de vous entendre que de m'écouter. Vers un nouveau projet de ville, les grands éléments qu'on a jusqu'à maintenant et un petit bout sur mobilité et inclusion, mais on a d'autres personnes avec nous qui vont pouvoir en parler davantage que moi, c'est que je vais leur laisser la parole à partir de là. Donc, mon objectif aujourd'hui, l'objectif de l'équipe, c'est de créer des ponts entre vos domaines, votre domaine et notre domaine qui est l'urbanisme et la mobilité. On veut mieux collaborer avec vous et voir comment on peut faire du plan d'urbanisme et de mobilité un moteur de solidarité, d'équité et d'inclusion. Souvent, quand on fait de l'urbanisme, on est des agents de gentrification, on améliore les quartiers, on fait en sorte qu'on les développe et qu'en bout de ligne, on a créé de la valeur, mais on a peut-être créé des exclus aussi. Comment on travaille à éliminer ces éléments-là. En même temps, la discussion d'aujourd'hui, c'est pour aider la Ville de Montréal à enrichir sa réflexion et à prioriser les enjeux sociaux pour que le PUM ait un plus grand impact sur la réduction des inégalités. Mais c'est aussi un premier pas aujourd'hui. Je ne vois pas ça comme on vient vous voir et on s'en retourne après. C'est un premier pas, une première discussion pour pouvoir prendre la chance, pas la chance, mais l'opportunité en cours d'année de continuer ces discussions-là par un moyen ou par un autre. Je vais rapidement, je vous demande un peu de faire abstraction de la COVID dans vos réflexions. Je sais que c'est une situation qui est difficile, mais à chaque fois qu'il y a un grand bouleversement, les villes ont su s'adapter, que ce soit le verglas, les inondations, les crises sanitaires ou les problèmes de salubrité. Quand on lit un peu, il y a une année, dans les années 500, qui a été catastrophique. Malgré tout, l'humanité s'en est sortie. J'espère qu'il n'y aura pas trop de dégâts, pas trop d'éléments, mais l'idée derrière ça, c'est de prendre la COVID plutôt comme un élément qui nous amène à réfléchir différemment à la planification territoriale de la ville et de prendre ce moment-là pour le faire ensemble. En même temps, à la Ville de Montréal, en décembre dernier, notre directeur général, avec toute l'équipe de la Ville, a présenté son plan stratégique. Il nous amène à faire cette même réflexion-là, penser différemment la Ville et en voulant la rendre plus résiliente, plus verte et plus inclusive. Je vais remonter tantôt les grands objectifs quand je vais parler davantage du plan d'urbanisme. Mais dans le fond, ce qu'il voulait notre directeur général, c'est que tous les grands documents de planification de la ville soient dorénavant orientés par ce document-là qui s'appelle Montréal 2030. Et parmi un des grands documents qui doit sortir en lien avec Montréal 2030, c'est le plan d'urbanisme et de mobilité. La petite différence qu'on a avec Montréal 2030, c'est que transformer une ville prend beaucoup plus que 10 ans. Fait que nous, on doit se projeter en 2050 pour être en mesure de faire des transformations qui vont être significatives sur le territoire. Pardon. Qu'est-ce qu'un plan d'urbanisme et de mobilité? C'est un nouveau projet de ville. La première étape qu'on veut travailler en partie avec vous aujourd'hui, c'est une vision d'avenir qui est combinée avec des stratégies de réalisation. C'est un cadre de référence qui peut servir autant à l'interne de la ville que pour les partenaires, pour influencer le gouvernement. C'est un engagement collectif aussi. On veut travailler avec la population, on va avoir les consultations officielles aussi avec la population plus tard. On veut que le projet de ville soit soumis également à la population quelque part au début 2022. Mais c'est surtout, et c'est la partie qui est peut-être moins glamour, c'est une base au règlement d'urbanisme. Et vous avez l'image à côté, ça concerne autant l'affichage, la terrasse, la dimension et la forme des lots, la hauteur des bâtiments, les marges de recul, donc la distance entre le trottoir et une maison. Donc, ça touche un paquet de trucs qui se traduit en des règlements très, très, très bancals parfois, comme une hauteur de clôture ne peut pas dépasser 7 pieds, par exemple. Fait qu'on part d'un extrême à l'autre. Aujourd'hui, on est plus dans les grandes orientations, dans les grandes réflexions et comment on peut se rendre jusqu'au règlement d'urbanisme par la suite et faire en sorte de ne pas oublier ces grandes orientations. Pourquoi on veut intégrer urbanisme et mobilité? C'est hyper important. On veut rapprocher les différents services et les activités sur le territoire. Plus près seront les services et moins on aura besoin de se déplacer. C'est la ville de 15 minutes, le Paris du quart d'heure que la ville de Paris présente. Mais en même temps, il y a des vieux quartiers à Montréal qui sont déjà comme ça. C'était la base du développement il y a 100 ans. C'est juste que depuis une soixantaine d'années, on a oublié, on a beaucoup axé sur le développement avec la voiture jusqu'à se créer une dépendance à la voiture.
Et là, on veut ramener des éléments plus intéressants, faire en sorte que l'espace public soit utilisé de façon différente. Présentement, 95 du temps, les véhicules sont stationnés et servent très peu. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec les espaces de stationnement? Comment on peut travailler différemment cet espace-là? Et on veut intensifier l'utilisation de moyens de transport durables. Donc, vous voyez l'image du réseau Express Vélo sur Saint-Denis et un autobus, la STM. Les grandes étapes d'élaboration du plan d'urbanisme et de mobilité, je vais y aller très, très rapidement parce que dans le fond, ça dure sur 3 ans, la démarche. On est présentement en 2021, on est à l'étape 1. Imaginez le futur possible. Tantôt, Geneviève l'a déjà présenté, le futur souhaité, donc on va essayer de travailler à s'y rendre. Et je vais vous présenter plus rapidement l'étape 1 et 2, confirmer le projet de ville, la prochaine grande étape. Et l'étape 3, 4 et 5, c'est les étapes qui sont à partir de 2022, c'est-à-dire déterminer les actions à mettre en place, comme les éléments dans les règlements d'urbanisme, valider le plan d'urbanisme et de mobilité, puis progresser ensemble. Donc, valider le plan d'urbanisme et de mobilité, c'est la consultation formelle de l'Office de consultation publique de Montréal. Plus en détail, c'est qu'est-ce que vous voyez là, puis c'était quand même important que je l'explique, parce que certains d'entre vous vont aller être convoqués en février prochain. Mais là, aujourd'hui, on a l'activité avec le forum. En février prochain, il y a des ateliers d'idéation. On a invité une centaine de partenaires à venir réfléchir collectivement à l'évolution souhaitée de la ville. Et c'est 3 ateliers qui vont se dérouler à ce moment-là. Et à partir de là, on va continuer à collaborer avec différents partenaires pour arriver à déposer en juin un projet de ville. Pour le déposer en juin, de notre côté, il faut le travailler, il faut le terminer quelque part en avril. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'activités de collaboration, de concertation d'ici là. Et à l'hiver 2022, comme je vous disais, il y aura une consultation sur le projet de ville et par la suite, on l'ajustera. Je rentre davantage dans le contenu maintenant. C'est quoi le projet de ville? Dans le fond, on est en 2020, on a des constats. Si on regarde la tendance, on a tendance à dire qu'on se dirige dans un mur pour certains domaines, fait qu'on veut éviter ces éléments-là. On s'est fixé une vision d'avenir et sur notre parcours, il y a différents autres documents de la Ville de Montréal qui sont déjà arrivés. Il y a Montréal 2030, comme je vous ai parlé tantôt, mais il y a le plan climat également qui est sorti un peu avant Noël également. Le plan climat a des cibles pour 2030, mais aussi une cible pour 2050 qui est la carboneutralité de la ville. Comment on y parvient? Comment on y parvient sans laisser personne derrière également. C'est un des thèmes principaux du plan climat. Et pour y arriver, il faut partir de la tendance et se diriger vers la vision d'avenir. Et on appelle ça les chemins de transition. C'est un travail constant, continuel, qui nous oblige à faire des ajustements, des sacrifices et à cheminer vers cette vision d'avenir-là pour faire en sorte qu'en 2050, on ait une ville qui soit plus inclusive, plus agréable, on a réussi la transition écologique, etc. Je pourrais rajouter beaucoup d'etc. Au niveau du plan d'urbanisme et de mobilité, vous voyez, on a les 4 grandes orientations. C'est les orientations du plan stratégique de la ville, qui est la transition écologique, la solidarité, l'équité et l'inclusion, la démocratie et la participation citoyenne, l'innovation et la créativité. Les 2 derniers dans le cadre d'un plan d'urbanisme et de mobilité, c'est plus des moyens d'action pour nous permettre d'arriver à réaliser les 2 premiers. Mais néanmoins, c'est avec les grandes orientations qu'on va travailler à la ville pour le plan d'urbanisme et de mobilité. Vous voyez à votre gauche, il y a différentes thématiques, ce n'est pas les seules, mais il y a la forme urbaine, l'économie, l'environnement, le patrimoine, la mobilité, la culture, on pourrait en mettre plein, qui viennent influencer la manière qu'on va regarder le territoire. Et le territoire, on le regarde à 3 échelles. Il est marqué humain. Nous, en urbanisme, c'est davantage l'espace du bâtiment qu'on le regarde, donc le milieu de vie immédiat d'une personne. Ensuite, son quartier et la métropole. Ça se traduit de 2 façons différentes au niveau des études qu'on fait. C'est-à-dire qu'au niveau du quartier, on a dit mon quartier, c'est offrir à l'ensemble des Montréalaises et des Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité et une réponse de proximité à leurs besoins. Le principe est assez simple, c'est de trouver près de chez soi tout ce qui est essentiel, habiter, s'éduquer, se recréer, s'amuser, soigner, s'approvisionner, socialiser, travailler, puis on pourrait en rajouter une bonne part, on pourrait en rajouter encore. Et on veut le travailler en fonction de 3 thématiques, qui est l'habitation, l'espace public, les services et les équipements de proximité. C'est 3 thèmes sur lesquels on travaille. Et vous voyez à la fin, il est marqué constat, défi, arbitrage et vision. À partir des constats et de la vision qu'on s'est donnée, on aura des défis et des arbitrages à faire. Et c'est ces éléments-là qu'on doit travailler dans le cadre de ce projet de ville.
c'est-à-dire quels sont les choix que nous allons faire collectivement pour y parvenir. Dans la métropole, c'est un peu le même principe. On veut faire de Montréal une métropole innovante et inspirante tant au niveau national qu'international. On veut stimuler l'innovation, développer les savoirs, tester des projets, déplacer les personnes et les biens à grande échelle. Bref, on a un paquet de trucs, mais il y a des éléments là-dedans qui peuvent rentrer en conflit. Il y a 4 thématiques de travail, encore une fois, l'emploi, le savoir, les services, la culture et le patrimoine, l'archipel montréalais et les infrastructures de transport. Et encore une fois, vous voyez les constats, la vision, les défis et les arbitrages. Et tout ça sont les éléments sur lesquels on travaille, on veut mettre de l'avant dans le projet de ville, tout ça en respectant les 2 grandes orientations que sont la transition écologique et l'inclusion et la diversité. Et je vais terminer avec une dernière diapo que je pense qui est importante et ça permet de situer le lien entre urbanisme et mobilité. Ça ouvre la porte aussi à nos autres conférenciers. Mais qu'est-ce que c'est la mobilité? Parce que beaucoup de gens se questionnent là-dessus. Je vous donne un exemple. C'est un schéma qui a été fait par nos collègues de la Ville de Québec. Le but de la mobilité durable, c'est simplement d'assurer l'accessibilité tout en minimisant les impacts négatifs de la mobilité. Les impacts négatifs, il y a la pollution, les changements climatiques, la santé, la sédentarité, les accidents, mais aussi les inégalités sociales. Et il y a 3 grandes façons d'y arriver. C'est en favorisant l'accessibilité sans déplacement. J'aime beaucoup me servir de l'exemple des 2 jeunes à l'automne dernier qui ont dû se rendre à la bibliothèque pour pouvoir faire leur école à domicile parce qu'il n'y avait pas de Wi-Fi suffisamment fort autour de chez eux pour être en mesure de faire leurs cours. Donc, s'il y avait eu du Wi-Fi, comme Wi-Fi Montréal est en train de se déployer présentement sur l'île, ces 2 jeunes auraient pu faire leur école à domicile. Un autre exemple que j'aime utiliser, c'est la Presse Plus. La Presse Plus, auparavant, il y avait une chaîne de déplacement logistique hyper grande. On devait partir de la presse et se rendre jusque chez le camelot. Ensuite, le camelot distribuait les journaux. Maintenant, la presse est distribuée directement dans un iPad ou dans une tablette Samsung. Bon, il faut avoir une tablette pour être en mesure de lire la presse. C'est peut-être moins pratique. Deuxième grand élément, c'est rapprocher les lieux. Ça rejoint un peu ce que je disais dès le départ tantôt, la ville de Paris ou la ville des 15 minutes. À partir du moment qu'on est capable de faire de l'urbanisme de proximité, donc de rapprocher les services, les éléments, on a peut-être moins besoin d'une voiture, moins besoin de prendre le transport collectif. On peut peut-être tout faire à pied, avoir plus d'argent pour toi, puis être capable de répondre à tous ses besoins rapidement. Et tout ça doit se faire dans un contexte où la mixité, la densité répond à certains critères de qualité. Et le dernier élément, c'est de miser sur des modes de transport alternatifs à l'automobile. Donc, c'est de réduire la nécessité des déplacements en auto ou en camion. Fait que ça nous permet de faire un transport des personnes qui est plus orienté vers le transport collectif, le partage de l'auto, puis en dernier recours, l'auto individuel. Si on a besoin d'un auto individuel, c'est davantage l'auto électrique. L'auto électrique, il y a plein de débats, mais quand tout sera électrique, il y aura peut-être moins de pollution. Puis on sait qu'il y a plusieurs quartiers plus pauvres qui se situent le long des autoroutes, fait que ça sera peut-être déjà une première bataille de gagner quand on sera rendu là. Il y a tout l'univers du transport des marchandises que je pourrais vous discuter, mais on n'est pas là-dedans aujourd'hui, fait qu'on garde ça pour une prochaine fois. Fait que je viens d'ouvrir la porte pour Marie-Soleil. Je vais arrêter ici pour aujourd'hui, mais on va continuer les discussions lors de nos ateliers tantôt. Et merci beaucoup de votre écoute. Et s'il y a des questions, à la période de questions, on s'en reparle. Merci. Mais merci beaucoup, Pascal, pour cette introduction. Puis en plus, dans le respect du temps d'une façon mémorable. Alors, comme le disait d'ailleurs Pascal, ça va maintenant être Marie-Soleil Cloutier qu'on va recevoir. Marie-Soleil Cloutier, comme je le disais, elle est professeure à l'Institut national de la recherche scientifique où elle dirige le laboratoire piéton et espace urbain et elle co-dirige depuis peu le laboratoire sur la ville intelligente piétonne. Depuis plus de 10 ans, son expertise en géographie de la santé et en études urbaines est mise à profit à travers des intérêts de recherche sur la marchabilité en milieu urbain et le risque routier pour les piétons les plus vulnérables. On pense entre autres aux enfants ou aux personnes aînées. Elle collabore ainsi avec divers acteurs du milieu public et privé, ainsi qu'avec des chercheurs au Québec,
au Canada et en France. Alors, Pascal nous a présenté ce qu'il en était de l'urbanisme et de la mobilité. On entre maintenant dans les possibles croisements à faire avec le social. Alors, Marie-Soleil, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Mylène. Vous voyez bien ma présentation? Ça marche? Good. Super. Alors, bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente d'être avec vous cet après-midi pour amorcer cette réflexion. Merci de l'invitation, d'ailleurs, Geneviève. Je vais partir mon timer, là, vu que Pascal a respecté son temps. J'ai de la pression, moi aussi. Je vais vous parler un petit peu plus en détail. En fait, je veux vous lancer des idées, je vais vous lancer des réflexions. Certaines viennent de nos propres travaux. Mylène vient de le dire, je suis une géographe de la santé. Ce que j'aime, c'est aller dehors, observer comment les êtres humains interagissent dans leur espace. Et puisque je fais ça depuis un petit bout déjà, je veux vous parler un peu de différents constats qui pourraient peut-être, j'espère, qui vont vous nourrir pour les réflexions plus tard, aujourd'hui, et dans cette idée du plan d'urbanisme et de mobilité. Donc, pour faire suite un peu à ce que Pascal a présenté comme dernière diapo, je vous pars sur quelque chose d'un peu plus difficile, un peu plus, j'allais dire négatif, mais pas tant que ça, sur la pauvreté en transport ou la pauvreté du transport. J'ai un petit peu de misère à le traduire. On dit transport poverty en anglais, tu sais, on dirait que c'est pas évident à traduire. Puis quand on parle de pauvreté en transport, de quoi qu'on parle? On parle en fait de la combinaison de désavantages sociaux et de désavantages finalement de ce qu'offre une ville d'un point de vue de transport. Et puis le problème, c'est que c'est les gens qui se retrouvent dans le milieu ici, là, attendez un peu, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, les gens qui se retrouvent dans le milieu ici, c'est des gens qui par exemple, au niveau des individus, ont des plus faibles revenus, pas d'emploi, des qualifications faibles, etc., mais combinés à des désavantages en transport qui peuvent être individuels aussi dans le sens qu'on n'a pas d'automobile parce qu'on n'a pas de revenus, mais qui sont aussi collectifs par rapport à l'offre de transport collectif, par exemple, ou au manque d'information ou à la peur de la criminalité qui font en sorte que ces gens-là ont des accès difficiles à différents bassins d'emploi, par exemple, ce qui vient finalement exacerber le cercle vicieux de l'exclusion sociale, comme vous le voyez ici. Cette figure-là, je la trouve vraiment intéressante parce que ça nous donne en fait toutes les possibilités où on peut intervenir à différentes échelles aussi. Vous intervenez vous-même avec vos différentes organisations, mais le fait de réfléchir à un plan d'urbanisme et de mobilité nous permet en fait de voir où est-ce qu'on ne pourrait pas prévenir au lieu de guérir ces différentes inégalités-là. Et je vous en ai rajouté une petite parce que bien que j'adore la, la chercheure qui a fait cette figure au départ en anglais qui s'appelle Karen Luca, qui travaille en Angleterre. Puis ici, elle a été traduite en français par mes collègues de l'UQAM, là, Florence Poliac, pour ne pas la nommer. Je vous ai rajouté un petit cercle rouge ici à gauche sur le risque routier. Parce qu'on le sait, que le risque soit réel ou qu'il soit perçu, les gens vont baser certaines de leurs décisions de transport sur ce risque routier-là, parmi toutes les autres boîtes, évidemment. Et selon l'âge des gens et leur situation, cette idée du risque routier-là peut parfois prendre énormément de place dans leur réflexion sur le transport. Euh, Ce qui m'amène en fait à vous parler du risque routier comme étant un problème de santé publique qu'on néglige, c'est pas si étonnant en fait, et puis c'est connu en psychologie sociale qu'en fait, comme c'est un risque au quotidien, un risque ordinaire qu'on l'appelle, ben on a tendance un peu à le sous-estimer ou à le négliger, mais le risque routier coûte énormément à nos sociétés nord-américaines. Puis en fait, la voiture, de toute façon, je vous apprendrai rien en vous disant qu'il y a des coûts énormes à la société, même s'il y a énormément de bénéfices aussi. Là, on n'embarquera pas nécessairement dans ce débat-là aujourd'hui en termes de pollution, mais ici, je vais vraiment vous parler du risque routier en termes de collision de blessés. Souvent, je mets cette image d'iceberg-là. Donc, ceux qui m'ont déjà vu présenter, vous avez sûrement déjà vu mon petit iceberg parce que finalement, les données qu'on a pour justement essayer de voir, par exemple, où dans la ville on devrait intervenir en priorité parce qu'on a des budgets limités, évidemment, ben, c'est juste la pointe de l'iceberg parce que c'est des collisions qu'on a documentées. Tout le reste, sous l'eau, les conflits, les interactions, on n'a pas beaucoup de données pour les voir. C'est ce que je fais dans mes travaux de recherche. On essaie d'aller voir
plus ces interactions-là et ben, en fait, on regarde les 2, mais on est bien intéressé aux interactions et aux conflits de trafic parce que en fait, c'est pas toujours problématique. On est dans une ville densément peuplée quand même à Montréal. On veut se croiser dans la rue, on veut pas tous être sur des passerelles ou sur des tunnels et puis ne jamais se croiser entre piétons, cyclistes et automobilistes. Mais il y a quand même des conflits qui créent plus d'insécurité que d'autres et qui vont, encore une fois, influencer, comme je disais, les décisions de transport. Donc, c'est important, je pense, pour nous de s'y intéresser un petit peu plus particulièrement. Vraiment très brièvement, par exemple, 2019, en fait, c'est les chiffres du SPVM, donc sur le territoire de la ville de Montréal, on était à 144 blessés graves et 28 décès. C'est peu, mais c'est trop déjà, évidemment, là. Euh, un petit peu, à peu près la moitié des blessés graves qui étaient des piétons et la grande majorité des décès, malheureusement, qui sont des piétons, notamment des piétons âgés à Montréal. On disait tout à l'heure qu'on veut faire abstraction quand même de la COVID dans nos discussions, mais par ailleurs, je pense que cette année, on va peut-être avoir un meilleur bilan piéton en raison de la COVID parce qu'il y a beaucoup moins de véhicules sur nos routes, mais ça reste à prouver et puis c'est temporaire, évidemment. Euh, Autre chose sur laquelle je voulais attirer votre attention, et puis tout à l'heure, Pascal, il parlait de différentes échelles hein, et d'à quoi ça sert un plan d'urbanisme. Moi, j'aime beaucoup la figure de l'OCPM qui l'a présentée pour que vous compreniez bien, en fait, qu'est-ce que ça peut faire un plan d'urbanisme. Ça donne une grande vision, mais ça vous dit aussi si vous avez le droit de faire A ou B sur votre rue ou sur votre propriété. Donc, je voulais vous parler ici d'une échelle très locale au final, qui est la traversée de la rue. Donc, aux intersections, donc, évidemment, je ne pense pas que Pascal, dans son plan, va nous faire des actions par intersection, mais je voulais vous en parler à l'échelle locale, entre autres parce que je vais vous parler de certains résultats qu'on a eu tout à l'heure qui sont généralisables, mais aussi parce qu'on oublie un peu qu'est-ce que c'est de traverser une rue. Quand on habite en milieu urbain, on le fait en quelques secondes parfois ou quelques minutes quand il faut attendre après un feu. Mais il y a 4 tâches qu'il faut faire dans notre cerveau, hein. Choisir le bon endroit pour traverser, analyser la circulation routière, estimer les distances entre les véhicules pour qu'on puisse choisir un moment pour traverser, entre autres quand on n'est pas à un feu de circulation et anticiper le comportement des autres, hein. Est-ce qu'ils m'ont vu? Est-ce qu'il va décélérer ou est-ce qu'il va accélérer? Est-ce que j'ai assez de temps entre les deux voitures pour y aller, par exemple? Ce genre de questions-là. Là, je vous les ai dit en plus longtemps sûrement que le temps que vous auriez pris à le faire par vous-même sur un coin de rue. Ce qu'on se rend compte par ailleurs, c'est que ces tâches-là ne sont pas faciles à faire dans certains endroits, en particulier dans la ville, mais en plus, pour certaines populations spécifiques, notamment les enfants et les aînés, c'est encore peut-être plus difficile pour eux. Ça demande, par exemple, une bonne audition, une bonne vision, une auto-estimation de notre vitesse de marche qui est un petit peu surestimée chez les personnes âgées. Je pense qu'on va tous faire ça en vieillissant, se surestimer la vitesse, évidemment, et la capacité de jugement. Même dans le cas des enfants, voir et être vu, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà, j'aurais peut-être dû vous mettre une figure ici, le poids et la hauteur des véhicules est en nette augmentation en Amérique du Nord là, depuis une quinzaine d'années. Et ce qui fait en sorte que déjà que les enfants sont plus petits, plus difficiles à voir, ils sont encore plus difficiles à voir qu'avant. Par ailleurs, quand on leur demande par où ils passent, ces enfants, ces aînés-là, ben, ils vont aller au plus court chemin, ou ils vont être avec leurs amis, ou ils vont être sur un corridor scolaire pour aller à l'école, ou encore ils vont décider de changer de trottoir, les aînés, ou de changer de rue parce que c'est trop achalandé sur le trottoir et on a une peur de chuter assez importante chez plusieurs aînés en perte d'équilibre. Donc, si on veut qu'ils continuent à être actifs dans notre société, puis il y a différents niveaux d'actifs, hein. Ça peut vouloir dire juste aller au coin de la rue à la pharmacie une fois par semaine pour certains, mais l'exclusion sociale n'est pas à négliger chez les aînés dans ce sens. Donc, maintenant que je vous ai parlé de nouvelles un peu plus préoccupantes, disons ça comme ça, je voulais qu'on se retourne plutôt vers un côté positif sur les principes qu'on pourrait regarder pour nous guider pour une meilleure mobilité active, mais que ça fasse partie à la fois de la vision et à la fois des actions spécifiques le long du parcours de ce fameux PUM. Donc, je voulais vous présenter ici, en fait, des travaux qui sont faits en Angleterre et puis cette figure-là, en fait, c'est des Australiens qui ont repris ce que les Anglais ont fait sur comment trouver la balance entre le mouvement qu'il faut qu'il y ait dans une ville, donc l'axe vertical ici, et les lieux ou place en anglais, là, c'est-à-dire les lieux que nous voulons, mais les lieux aussi où on veut passer du temps dans la ville.
J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, là, mais j'insiste aussi sur la traversée de la rue parce qu'il y a 60 des collisions qui arrivent aux intersections. Donc, évidemment, c'est des lieux névralgiques, mais on sait aussi que malheureusement, les lieux accidentogènes, par exemple, ils ne sont pas distribués au hasard dans la société, hein. Ils sont dans des quartiers plus défavorisés, puis entre autres parce que le réseau routier n'est pas le même non plus dans ces quartiers-là. Ce qui m'amène à vous parler attends un peu, j'ai perdu ma petite flèche. Ici, par exemple, de ce qui est très haut dans l'échelle du mouvement, mais très bas dans l'échelle des lieux où on voudrait passer du temps. On a tous ces corridors, ces artères collectrices qu'on les appelle à Montréal, les grandes artères que vous connaissez déjà, qui sont finalement des voies d'entrée et de sortie vers des, des lieux économiques, potentiellement. Là, on peut penser au centre-ville ou on peut penser aussi au port de Montréal, par exemple, la rue Notre-Dame, mais toutes les grandes artères nord-sud montréalais, là, qui, en tant que bonne géographe, je vous le dis, c'est pas le vrai nord ni le vrai sud. Donc, que ce soit la rue Saint-Laurent, la rue Saint-Denis ou un petit peu plus loin, Pie-Neuf, Saint-Michel, c'est des grands corridors qu'on a potentiellement besoin, notamment pour le camionnage, mais c'est aussi des lieux, des milieux de vie pour certaines personnes, hein, parce que comment la ville a été bâtie, on en hérite présentement, et puis, on a, par exemple, des écoles sur de grandes artères comme ça, là, Christophe Colomb, pour ne pas la nommer, dans les quartiers centraux. On a des gens qui, au final, ont besoin quand même de traverser ces corridors-là. Donc, c'est vrai que peut-être qu'on a besoin d'endroits avec plus de mouvement, mais on a quand même un équilibre qui est assez difficile parfois à atteindre, assurément. Mais si on peut le mettre dans une vision où on veut des corridors, mais on veut quand même que les gens comprennent dans quel milieu ils sont. Je pense que ça va être important. À l'autre bout du spectre, en fait, on a ici les rues locales où on a finalement pas beaucoup de mouvement, ou du moins pas beaucoup de vitesse, je devrais dire, parce qu'il y a quand même des voitures à plusieurs endroits, mais où c'est des endroits aussi où on reste peut-être pas tant que ça. Puis bon, je suis peut-être pas tout à fait d'accord avec celle-là entre les places publiques qu'on peut avoir et les rues locales. Quand on est surtout dans les quartiers denses montréalais, ben finalement, les rues locales sont aussi des milieux de vie, là. Donc, on veut quand même que les aménagements soient adaptés à ces milieux-là. Présentement, si on regarde ce qu'on fait d'un point de vue, mettons, apaisement de la circulation, réduction de la vitesse, ben, on fait beaucoup ça dans les rues locales, mais au final, nos problèmes de sécurité routière, ils se retrouvent beaucoup plus haut sur l'axe des mouvements. Donc, il va falloir aussi réfléchir à qu'est-ce qu'on veut faire comme ville. On n'est pas mieux, on est peut-être mieux d'y aller à l'échelle des quartiers ou à l'échelle de corridors, plus qu'à l'échelle d'une intersection après l'autre qu'on essaie de régler les problèmes ponctuels. Deuxième figure que je voulais vous présenter ici, c'est celle de la meilleure mobilité pour tous. On appelle ça la pyramide inversée des modes de transport, là. Et l'idée ici, c'est de prioriser les usagers les plus vulnérables, ceux qui n'ont pas une boîte de métal autour d'eux pour se faire protéger, pour se protéger quand ils sont impliqués dans des interactions plus difficiles. De prioriser les usagers vulnérables dans la conception des espaces, qu'ils soient espaces routiers ou hors route, là, parce qu'on en a des corridors hors route, puis j'espère qu'on va en avoir d'autres. Puis s'assurer aussi d'une équité spatiale dans l'accès à cette priorisation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les grands corridors, les grandes artères qui ont beaucoup de trafic, qui ont même, et de la vitesse, qui sont deux choses, beaucoup de véhicules et une certaine vitesse, ils sont dans des quartiers plus défavorisés, ils sont dans des endroits où parfois même c'est en raison du fait que la communauté a 1000 autres problèmes à s'occuper avant de s'occuper des dangers sur la route, mais c'est malheureusement là qu'on devrait s'occuper des dangers sur la route en premier parfois, selon moi. Et là, dans cette pyramide inversée du transport, au final, on a les modes actifs en haut, incluant avec roue ou pas de roue, comme je les appelle. On a ceux qui sont à assistance électrique ensuite, qui ne vont pas aussi vite que le reste, mais qu'il faut leur trouver de la place. Puis ça, dans les villes, on a un peu de misère collectivement, pas juste à Montréal, ne vous en faites pas, là. Qu'est-ce qu'on fait de nos trottinettes électriques? Qu'est-ce qu'on fait de tous ces engins un peu bizarres là, avec des roues? Le Hoover, Segway, etc. Il n'y en a pas tant que ça ici, mais c'est très populaire aux États-Unis à certains endroits. Et qu'est-ce qu'on fait aussi des gens qui ont des chaises électriques pour se mouvoir, par exemple? Puis on en a avec le vieillissement de la population de plus en plus. Et ensuite, transport collectif. Et après, le véhicule individuel devrait venir dans nos priorisations. Ça, je sais que ça fait tiquer parfois mes collègues ingénieurs et planificateurs de la ville parce que c'est
vrai casse-tête, mais la philosophie derrière ça, c'est de toujours protéger le plus vulnérable. Bon, là, il me reste même pas une minute. Je voulais vous parler de quelques résultats vraiment rapidement de ce qu'on a trouvé par rapport aux aînés et par rapport aux enfants. Donc, si je commence avec mes aînés, en fait, on s'est rendu compte qu'ils étaient très préoccupés par la non-continuité de leur trajet, notamment par rapport à la descente du trottoir, monter sur le trottoir, redescendre. Des fois, vous le voyez ici, en fait, c'est une photo qu'on a prise sur le terrain ici, où vous voyez le pied du monsieur. En fait, il prend la marche franche au lieu de descendre le petit bateau parce que pour des questions d'équilibre. Donc, une certaine continuité dans des corridors, par exemple, est nécessaire. Et de faire attention aussi, ben, de faire attention, d'avoir en tête la complexité de cette fameuse traversée-là, comme je vous en ai déjà parlé. Ici, on s'est rendu compte que quand il y avait des pistes cyclables à 2 voies en plus, dans une rue ici à 2 voies en plus, on est Rachel Follum. En fait, nos piétons âgés, là, il y avait 6 fois plus de chances de terminer sur un feu rouge. Ce qui m'amène à mon dernier point qui est justement le nombre de secondes qu'on va leur laisser, la vitesse qu'on assume que les aînés et d'autres, hein, une maman avec une poussette ou avec un petit enfant de 3 ans qui va absolument marcher par lui-même, là, vous savez peut-être comme moi que ça va pas vite quand ça traverse. C'est des perspectives où si on a le plus vulnérable en tête, on va, bon, parfois ponctuellement changer ces données-là, mais avoir une vision d'ensemble, je pense que c'est important. Puis, vraiment super brièvement, parce que je sais que j'ai passé mon temps, faire attention évidemment à nos enfants. La marche à l'école est super importante. Il y a des choses qu'on sait qui fonctionnent, les brigadiers scolaires, par exemple, mais la photo en bas à droite, je ne sais pas pour vous, mais il ne serait pas question que je laisse traverser mon enfant là, n'est-ce pas? Et voir et être vu, c'est très important aussi. Réduire le nombre de véhicules, ça va être important, mais voir et être vu avec, par exemple, ici, on a des avancées de trottoir qui font en sorte que les enfants passent moins de temps dans la rue. C'est des choses qu'on sait qui fonctionnent puis qu'on peut intégrer dans différentes actions. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup, Marie-Soleil, pour cette perspective. On va déjà enchaîner avec notre troisième et dernier panéliste. Il s'agit de Ron Rayside. Donc, Ron Rayside, il est diplômé d'architecture à l'Université McGill. Il a été diplômé en 1972, puis il a officiellement débuté sa pratique privée en 1977. En 2000, il a fondé la firme Rayside Architect, qui va devenir Rayside Labossière Architect en 2011. Il a participé à l'élaboration de très nombreux projets, dont certains de grande envergure, notamment pour plusieurs édifices patrimoniaux, comme le Centre de services communautaires du monastère, l'Église Sainte-Germaine-Cousin et le Chic Resto Pop. Il a également été l'architecte responsable du chantier de la ville de Fermont dans les années 70. Parallèlement à sa carrière d'architecte, Ron s'est toujours investi socialement. Cette implication remonte au début des années 70. Il a été impliqué dans plus de 20 organismes et conseils d'administration. Il a longtemps été, entre autres, président du conseil d'administration du C3S Jeanne-Mance, du regroupement Région de Montréal, de l'Association québécoise des établissements de santé et services sociaux et de la CEDEC du Centre-Sud Plateau-Mont-Royal. Il siège aujourd'hui au sein de l'Association canadienne pour la santé mentale à Montréal, au Conseil régional de l'environnement, à la table d'interaction Peter McGill, la corporation Mainbourg de l'IPAM, l'Institut des politiques alternatives de Montréal, et de PME Montréal Centre. Enfin, il collabore continuellement avec les acteurs du développement social et communautaire de ces milieux afin de s'assurer que le développement urbain tienne compte des enjeux sociaux et réponde aux besoins et préoccupations des citoyens. Il a été impliqué dans plusieurs projets de concertation et de consultation publique importants, ainsi que dans l'élaboration de très nombreux mémoires, notamment au niveau du parc La Fontaine, et est impliqué depuis longtemps dans des projets d'envergure comme celui du développement du site de l'Hôtel-Dieu, du site de l'hippodrome Blue Bonnet et du redéveloppement de nombreux sites au sud-est de l'arrondissement Ville-Marie.
Enfin, son dévouement et son implication ont d'ailleurs été soulignés en 2019 par l'Ordre des architectes du Québec, qui lui a remis le tout premier prix de l'engagement social. En 2013, l'Ordre des urbanistes du Québec lui a remis le prix Blanche Lemco Van Ginkel, vous excuserez ma prononciation ici, et la Ville de Montréal lui a remis la même année le prix Thérèse Davio pour la personnalité montréalaise de l'année. Il a également été parmi les finalistes pour le concours Jean de cœur 2011 à Radio-Canada et a reçu en 2003 le prix Hommage Bénévolat Québec du gouvernement du Québec. Donc, nous accueillons maintenant Ron Rayside qui va nous apporter une perspective terrain en nous parlant d'urbanisme inclusif et d'équité territoriale en termes sociaux. Ron, la parole est à toi. Bonjour, merci beaucoup pour cette chance-là d'essayer de contribuer au débat. La présentation, il y en a beaucoup de diapos, comme souvent je présente, c'est vraiment pour lancer les idées, un peu comme Marie Soleil a indiqué. Donc, c'est pas nécessairement tout structuré d'une manière 100% cohérent, mais c'est comme j'ai dit, l'idée c'est de lancer le débat. Donc, on part. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Les flèches. Excuse-moi. Ah, bon, là, ça marche. OK. Bon, c'est 5 sections. Vision d'ensemble, ville inclusive, ville résilient, espace et services collectifs et les leviers d'action. Ça veut dire qu'elle a tout fait. La vision d'ensemble. Ça veut dire que vous avez, c'est les 4 des fois avec lesquelles vous êtes un peu familier, c'est les zones de défavorisation matérielle. Mais puis on a séparé pour chacune des sections les défis, puis un peu comment rêver, comment voir un peu l'avenir. Alors que les défis actuellement, il y a une forte variation de valeur foncière à l'échelle de l'île. Ça veut dire que surtout dans les quartiers centraux, les coûts de propriété, les coûts des immeubles, les coûts de terrain augmentent de manière significative, puis surtout depuis 2-3 ans, l'accélération de ces montées-là est dramatique et qu'il y a un écart aussi de plus en plus entre les plus riches et les pauvres, encore accentué par le COVID. Puis, dans certaines zones, un déficit d'équipement collectif et communautaire. Ça, c'est défavorisation sociale. Ça veut dire que des fois, on utilise les deux, mais sur le carte, on reconnaît certaines zones, comme dans le nord-est, qui sont les zones les plus défavorisées. C'est une distribution, et c'est difficile d'avoir ces genres de cartes-là à jour, mais c'est la distribution des équipements collectifs, certains des organismes communautaires. On voit beaucoup de concentration vers le centre, mais aussi vers les lieux qui sont habituellement bien organisés en termes collectifs ou avec un grand nombre d'organismes communautaires qui datent des fois depuis 30 ans, 40 ans, même sinon 50 ans. Un des facteurs qui était par l'inéquité un peu à l'échelle de l'île, c'est en termes de développement durable, les îlots de chaleur, la concentration, des fois le manque d'arbres dans certains quartiers défavorisés, surtout même quand le trame des rues est très étroit, ça veut dire que ça rend plus complexe d'avoir un canopé d'arbres, d'avoir un environnement qui est plus sain. Puis le contraire, les îlots de chaleur, c'est la couverture d'arbres. Puis on voit déjà dans certains très anciens quartiers où les arbres sont majeurs, on voit une différence dans ces quartiers-là par rapport aux quartiers qui sont plus défavorisés. On a fait, ça veut dire que c'est toujours dans la section de vision d'ensemble, ça veut dire qu'on a fait cette carte-là pour illustrer qu'est-ce qui s'en vient dans certaines parties de la ville en termes de les grands développements qui s'en viennent. Pas juste une accumulation de projets, mais les grands secteurs en développement. Puis la question d'échelle, ce que Patrice va soulever, les différents niveaux, que ce soit quartier ou la métropole, nous, des fois, on travaille à une autre échelle entre les deux, ça s'appelle la grande centre-ville, où il y a énormément de développement prévu pour les années qui s'en viennent, interrompu sans doute un peu par le COVID, mais qui monte à plusieurs milliards, même entre 30 et 50 milliards de dollars d'investissement, beaucoup de logements, mais sur la périphérie, ce qu'on peut dire, le centre-ville,
incluant aussi une certaine concentration d'activités dans le cœur de la ville, le centre-ville. Mais en fait, j'ai évidemment pas le temps de discuter l'ensemble de ces mouvements-là, mais c'est assez d'aider les gens à comprendre, pas juste ce qui se passe dans leur quartier, mais qu'est-ce qui se passe au niveau, à une échelle un peu plus grande. La ville d'ensemble, ça veut dire qu'aussi, il existe à Montréal les quartiers enclavés. Et il y a différentes échelles de réflexion ici, dans certains quartiers, il y a une multiplication des parties, prenantes. Ça veut dire que la société civile, est souvent très complexe et qui est donne beaucoup d'opportunités pour le monde de s'impliquer. Par contre, ça donne un écosystème, un peu d'organismes et de population qui est assez, complexe. Ici, vous avez une carte, le site de l'hippodrome, Blue Bonnets, mais aussi avec un ensemble de projets autour qui sont en développement, avec un potentiel de développement assez grand. Puis l'idée de la vision d'ensemble, comment pas juste travailler sur un site, mais comment faire en sorte que toutes les composantes de développement dans une région sont coordonnées, au moins minimalement, qui est assez difficile dans le cas concret avec Royal Mount, Blue Bonnets, le triangle, pour ceux qui connaissent Côte-des-Neiges et les smart centers, puis tout ce qui se passe aussi au nord de la 40. Nous, c'est peut-être juste les 4 qu'on a travaillé avec le milieu communautaire depuis 14 ans pour essayer à la fois de créer une forme de mouvement pour développer le point de vue des différents organismes du quartier, mais aussi pour être inclus autour de la table dans les discussions qui s'en viennent, mais pas juste pour l'hippodrome, mais aussi l'autre échelle. Et évidemment, l'importance de la concertation, mais aussi la complexité de la concertation. C'est pas juste avec un thème de quartier, c'est pas juste avec une telle organisation, mais comme je dis, c'est avec tout un écosystème de parties prenantes. On avait aussi été impliqué depuis le temps avec les différents forums, justement pour créer ce mélange de l'éducation puis un mélange de l'implication et essayer d'alerter les gens de qu'est-ce qui s'en vient dans leur quartier. Ça aussi, c'est d'autres, ça veut dire que c'est le projet L'Hôtel-Dieu avec qui se donne un minimum d'aperçu le nombre d'organisations qui sont impliquées dans la démarche. Et un peu la même chose, l'écosystème est très complexe, qui n'est pas une raison de ne pas consulter, mais ça veut dire que c'est les démarches qui sont assez longues, assez pleines de compromis, pleines de discussions de toutes sortes et de différentes échelles aussi, là. C'est un autre exemple, la question de la vision d'ensemble. Il y a la ville qui a fait l'acquisition de la Cité des Hospitaliers, qui est une partie, le site de l'Hôtel-Dieu, et une démarche un peu du quartier autour de le projet L'Hôtel-Dieu lui-même, le site de l'hôpital dans lequel on est impliqué. Mais c'est tout un quartier tout le long de la rue Saint-Hervé. C'est tout un ensemble qui est en transformation assez majeure. Toujours le défi, c'est de ne pas juste voir chacun des projets, mais comment voir l'ensemble et comment informer le monde, informer les organismes et la population de qu'est-ce qui s'en vient pour qu'ils puissent jouer un rôle dans la définition. Ça, c'est les visuels de l'Hôtel-Dieu. C'est le même un peu défi dans le quartier Centre-Sud avec tous les grands projets. Toujours le même défi, autant pour le thème des quartiers avec qui on travaille depuis presque le même nombre d'années, avec la requalification de le site Radio-Canada, le site Molson et le grand site au coin de Sainte-Catherine puis Delormier, où il y a Préven. Travailler avec les promoteurs, essayer d'avoir une influence sur le projet et essayer de créer un genre de cohérence sur l'ensemble. Et en même temps que depuis 2 semaines, le REM qui arrive au milieu de cette dynamique-là, sans préavis, mais sans préavis, le monde savait que ça s'en venait, comment créer la cohérence quand il y a les imprévus et les grands gestes en termes de transport en commun qui arrivent soudainement. Et ça, c'est juste les illustrations, les démarches collectives qu'on essaie de mettre sur pied pour aider les gens à comprendre l'évolution de leur quartier. La ville inclusive, ça aussi, mais il y en a d'autres qui ont déjà parlé, un peu les inégalités, mais peut-être un des aspects pour la ville de Montréal, c'est une des villes de cette taille-là le plus abordable, sinon le plus abordable en Amérique du Nord. Et autant pour le coût de logement que le coût de loyer, que le coût d'acquisition de propriété. Mais c'est aussi une ville abordable
en termes de développement économique, c'est vrai que pour les entreprises, le coût de la vie est moins cher qu'ailleurs. Le coût des propriétés, c'est la même chose. OK, comment, avec la pression foncière qui s'en vient, mais pas qui s'en vient, qui est en cours, comment maintenir l'abordabilité, pas juste pour la population défavorisée, mais pour l'ensemble des couches de la société puis l'ensemble des composants? Ça, c'est les défis avec le pourcentage de revenu qui est associé au logement, un peu le nombre de personnes en liste d'attente de l'Office municipal, 23 000. OK, on est de plus en plus avec cette pression foncière qui accélère. Comment répondre à ça? Puis en plus, le Ville de Montréal, dans le contexte de l'Amérique du Nord, c'est une ville de locataires encore, au moins dans les quartiers centraux, qui est très particulier par rapport à d'autres villes de l'Amérique du Nord, avec une mobilité beaucoup plus grande, un déménagement quand même assez fréquent, qui présente aussi son lot de défis. Avec la hausse le foncier aussi, les locaux vacants, un peu certaines artères qui sont en train sont en déclin, d'autres montent. Donc, c'est pas juste en résidentiel, le problème de montée de foncier, c'est aussi face au commercial. Et il y a le milieu de vie, c'est vrai que il y a toute la question de comment on réglemente, comment est-ce que par une forme de réglementation, comment est-ce pas qu'on ralentit ce qu'on appelle la gentrification, mais comment est-ce qu'on compense pour cette forme de gentrification-là en exigeant de la part de certaines zones de la ville une part de logement social, une part de logement abordable, et puis aussi le logement famille, qui est le projet de métropole mixte. Euh, Patrice a parlé un petit peu de la ville de 15 minutes, un peu la proximité, le lieu de travail, le lieu du logement. C'est le même diagramme d'ailleurs, mais aussi on a mis le quartier existant, comme Pascal avait dit, il y a certains quartiers qui répondent déjà répondent déjà à ces genres d'exigences-là de proximité et un peu une forme démocratique de l'accès aux services locaux. Toujours avec les défis de l'augmentation du foncier, certains de ces services-là deviennent de moins en moins abordables pour une partie de la population qui reste. Il y a tout aussi la question des services publics. C'est un peu une carte difficile à lire, mais il y a la proportion de familles. Ça, c'est l'arrondissement Ville-Marie, avec la présence des écoles. Les écoles, d'ailleurs, dans ce genre de quartier-là, depuis les années, il y a les écoles dans le vrai cœur de la ville qui ont fermé tranquillement pour faire en sorte, c'est vrai que la présence des écoles publiques s'éloigne un peu de le cœur de la ville. Il reste encore 4 écoles dans le quartier centre-sud, mais il y en avait beaucoup dans le centre-ville. Mais là aussi, avec le départ des familles, surtout l'âge scolaire, il y a maintenant plus d'enfants de jeune âge. Mais les enfants de l'âge scolaire, il y avait historiquement, depuis les années 50, de moins en moins. Juste faire un petit rappel qu'il reste 2-3 minutes environ. OK. C'est vrai que c'est la question des écoles, quoi faire avec les écoles. C'est adapter aussi la ville des enfants, comment faire en sorte que les enfants qu'il y a une partie vulnérable de la population, comment faire en sorte qu'ils sont à l'aise dans les quartiers, comment ils peuvent se promener dans les quartiers en sécurité, comment ils peuvent avoir les services pour les enfants. Quand on dit pour les enfants, en fait, on peut dire la même chose pour les personnes âgées et pour les personnes vulnérables dans tous les sens. Il y avait toute la question de l'ADS+, puis comment créer des quartiers équitables, pas juste égal, mais équitables, avec une analyse qui tient compte de toutes les populations vulnérables, de toutes les différentes sortes, que ce soit les enfants, que ce soit les personnes âgées, que ce soit le monde à faible revenu. Les espaces publics, on avait parlé tantôt dans le Pascal a présenté, mais comment avoir les espaces publics de qualité, comment s'assurer une cohabitation dans les espaces publics qui n'est pas évidente, avec
Et surtout avec le COVID, on le voit même dans certains quartiers centrales, de plus en plus de dilemmes, de défis par rapport à cette cohabitation-là, puis toutes les questions de sécurité aussi. Il y a la notion de civic commons, pas juste les espaces publics, mais les espaces semi-publics où le monde gravite, qui fait en sorte que les quartiers qui sont inclusifs ont beaucoup d'options pour les individus de croiser d'autres, puis il faut que ce soit les zones animées. Il y a la notion de placemaking aussi, que je vais dire comment faire en sorte que les espaces publics, les espaces semi-publics sont animés, puis il y a une multitude d'options d'usage et non pas les monofonctions. Ça aussi, c'est les éléments qui assurent la sécurité de ces espaces publics et qui les rendent plus accessibles pour tout le monde. La question de l'appartenance au quartier, c'est pas juste. Il y a une multitude ça, c'est une carte qu'on a faite pour plus le centre-ville. Comment le monde s'appelle le quartier, comment il y a une identité multiple dans les quartiers. Et comment ça, c'est une carte qu'on avait faite qui montre un peu aussi les questions de patrimoine, comment l'histoire du quartier est importante, la fierté de son quartier. Le vérélisium, ça veut dire que c'est le même visuel de Pascal, que comment je ne répéterai pas ce que lui a fait. Et il y a toute une question, peut-être, finir cette section-là. Le monde, des fois, surtout le développement social, dans certains cas, il oppose le développement durable par rapport au développement social. Et ils sont mis des fois à choisir un ou l'autre. C'est pas souvent discuté parce que souvent dans les objectifs de développement durable, puis ça va aussi pour un plan d'urbanisme, l'argent n'est pas là pour essayer de supporter qu'est-ce que ça veut dire le développement social avec les valeurs de développement durable. Le simple en tout cas, peut-être dans les discussions, on peut aller plus en détail, mais ça devient de plus en plus ce genre de dilemme-là. Il y a aussi le patrimoine, comment il est perçu comme un obstacle, le patrimoine, de plus en plus. Et on a les grands ensembles hospitaliers qui vont être vides. On a les églises, les centaines qui risquent d'être vides rendus à 2030, 2040. Et quoi faire avec ça pour augmenter? Ça veut dire que c'est beaucoup de pieds carrés, mais comment faire en sorte qu'on peut les recycler de manière intelligente? Que ça, c'est juste les exemples de les grands sites en questionnement. Angus qui essaie de concilier développement durable avec développement social, je pense qu'avec succès. Ça, c'est le recyclage des églises, ça, c'est dans Pointe-aux-Trembles. Hochelaga-Maisonneuve, Ville-et-Mort. Les grands secteurs industriels aussi requalifiés pour faire en sorte que les nouvelles milieux de vie, peut-être zones d'emploi, mais ça n'empêche pas qu'il y ait un milieu de vie. La ville qui doit se rebâtir sur elle-même, c'est un autre. Puis les leviers d'action, peut-être attendre pour les discussions, c'est comment le plan d'urbanisme peut orienter la ville vers quelque chose qu'on veut. Comment il peut avoir les mesures d'éco-fiscalité, comment on peut avoir les mesures d'encourager le développement qu'on veut et de décourager la ville qu'on ne veut pas. C'est juste quelques exemples. Puis, je pense que c'est le fait. Super. Merci énormément, Ron. C'est une belle présentation avec plein d'informations. Puis en plus, c'est bien, les présentations sont partagées, fait que toutes ces données-là vont pouvoir être transmises. En fait, on arrive déjà à la fin. Je laisserai la parole à Geneviève pour clore ce moment qu'on vient de passer ensemble. Ben oui, en fait, c'est ça. Donc, encore une fois, merci beaucoup d'avoir participé. Déjà, comme Mylène disait, 20 minutes, puis là, je vois les miros, puis je suis comme, c'est vraiment plein d'idées. Alors, j'ai hâte de pouvoir faire la récolte. On va laisser le miro libre de pouvoir continuer à le bonifier. Si jamais il y a des idées qui vous viennent, vous dites, non, on n'a pas parlé de ça, puis c'est super important, puis vous voulez inscrire. Fait que pendant une semaine encore, le miro va rester en vie. Juste après ça,
je ferai la récolte. Donc, ce qu'on va faire par la suite, tu sais, dans le fond, tout ça, ça a été fait, c'est une première démarche pour qu'on puisse se familiariser avec ces croisements-là. Donc, les informations, les contenus vont être disponibles sur notre site. Je vais vous les envoyer aussi par courriel, un résumé de ce qui a été dit, ce qui fait en sorte que ça va rester aussi pour le reste de la procédure du plan d'urbanisme qui va durer quand même quelques années. Donc, vous pourrez éventuellement continuer à réfléchir votre mémoire à ce sujet-là. Et puis, nous, on va aussi vous tenir au courant des développements. Et puis, c'est ça. Donc, je vais juste prendre le temps de remercier toute l'équipe avec qui j'ai collaboré. C'était super agréable dans l'ouverture, dans la co-création. Puis, il y a vraiment une réelle volonté de vouloir intégrer dans toute la partie sociale, puis bien comprendre tout ça. Puis ça, je l'ai vraiment senti. Puis, j'ai hâte de pouvoir transmettre ces informations-là aux groupes qui vont écrire ce fameux projet de ville et à suivre pour les prochaines étapes. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et au plaisir de discuter avec vous une prochaine fois.